Robert Maddox se tenait au comptoir de la cuisine, ses mains calleuses entaillant la dinde avec précision et précision. Chaque tranche tombait nette et régulière. 20 ans d'entraînement militaire n'avaient jamais effacé la mémoire d'un homme, même lorsqu'il découpait le dîner au lieu de traquer des cibles. La cabane était chaude contre le froid de novembre. Des bûches de pain crépitaient dans la cheminée en pierre qu'il avait construite 3 étés auparavant. Dehors, les montagnes de l'Oregon arboraient leurs couleurs d'automne, rouge et or, comme des peintures de guerre qui allaient bientôt laisser place à la grisaille de l'hiver. « Papa, je peux t'aider ?» La voix de New York portait ce mélange d'enthousiasme et de malice d'un enfant de 6 ans qui lui serrait toujours la poitrine avec quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Bien sûr, mon petit. Prends ce bol de farce. » Sa fille sautilla sur la pointe des pieds, les cheveux noirs au vent. Elle avait les yeux de Shirley, mais le menton têtu de Robert. Aussi futé qu'un fouet. Parfois trop futé. La porte d'entrée s'ouvrit avec un bruit sec. Le rire de Shirley résonna en premier, suivi des pas plus lourds de son frère Liam. Robert serra les dents. Quelque chose chez cet homme l'avait toujours irrité, même s'il n'avait jamais réussi à mettre le doigt dessus. « Ça sent bon ici », cria Shirley en ôtant sa veste. À 34 ans, elle faisait encore tourner les têtes en ville. Cheveux auburn, yeux verts et un sourire à faire vendre de la glace aux Esquimaux. Liam apporta du vin. Liam fit un signe de tête à Robert. La trentaine, mince, le genre de type qui portait sa casquette de baseball trop basse et gardait trop souvent les mains dans les poches. « Comment ça va, Rob ?»« Bien. » Robert s'essuya les mains sur le torchon. « Les tables sont prêtes quand on l'est. » Ils s'installèrent pour dîner, bavardant comme d'habitude. Shirley parla de son travail à l'agence immobilière. Léa mentionna des travaux de construction qu'il avait trouvés en dehors de la ville. Robert écouta d'une oreille distraite tout en coupant la dinde de New York en petits morceaux. « Papa, je dois aller aux toilettes. » Nancy chuchota en le tirant par la manche. « Vas-y, mon chéri. » Elle s'éloigna de table. Robert retourna à son assiette, mais quelque chose le rongeait. La façon dont Shirley et Liam avaient échangé des regards quand Nancy avait parlé. Une remarque rapide et pertinente. 10 minutes s'étaient écoulées. Nancy n'était toujours pas revenue. « Je vais voir comment elle va », dit Robert en s'écartant de la table. Il la trouva dans le couloir, plaquée contre le mur devant les toilettes d'invités. Son petit visage était pâle, ses yeux écarquillés par cette peur qui éveillait en lui un instinct protecteur immédiat. « Nancy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui prit la main et l'entraîna dans la salle de bain, fermant la porte derrière eux. Lorsqu'elle parla, sa voix se fit entendre dans un flot de murmures. « Papa, tu dois partir maintenant. » Robert s'agenouilla à sa hauteur. « Pourquoi ? » Maman et oncle Liam parlaient de ton départ prochain, et ce serait une aubaine. La lèvre inférieure de New York trembla. Ils parlaient tout bas, mais je les ai entendus quand j'ai sorti ma veste du placard. De l'eau glacée a inondé les veines de Robert. Qu'ont-ils dit exactement ? Maman a dit que ça arriverait ce soir. Que tu aurais un accident. Oncle Liam a dit que ça devait être bien. Nancy a attrapé sa chemise avec ses 2 petits poings. Papa, je ne veux pas que tu aies un accident. L'esprit de Robert est devenu clair comme sur le terrain quand les balles ont commencé à siffler. Chaque détail s'est affiné. La façon dont Shirley avait insisté pour qu'il prenne son camion ce soir plutôt que le sien. La façon dont Liam n'arrêtait pas de consulter son téléphone. La façon dont ils semblaient tous les deux nerveux pendant le dîner. Écoute-moi, Nancy. Je veux que tu retournes à table et que tu te comportes normalement. Tu peux faire ça ? Elle a hoché la tête, mais des larmes ont coulé au coin de ses yeux. Je ne vais nulle part ce soir, sauf à mon atelier. Je te le promets. Mais j'ai besoin que tu sois courageux pour moi. D'accord. D'accord, papa. Ils sont retournés ensemble à la salle à manger. Les bottes de Robert ne faisaient aucun bruit sur le parquet. Une autre vieille habitude qui lui avait bien servi. Shirley et Liam étaient assis côte à côte, la tête penchée sur le téléphone de Liam. Ils se séparèrent brusquement lorsque Robert apparut. Tout va bien. La voix de Shirley était plus aiguë que d'habitude. New York va bien, mais je dois aller à l'atelier. J'ai un client qui passe tôt demain pour voir un service de table. Robert embrassa le sommet de la tête de New York, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Sois gentil avec maman. Je le ferai.
Nancy lui serra la main 3 fois, leur code secret pour dire « Je t'aime ». Ne m'attends pas, dit-il à Shirley. Je serai peut-être en retard. Il attrapa sa veste au crochet près de la portière et s'engouffra dans l'air frais de la montagne. Son camion était garé dans l'allée, les clés sur le contact, comme toujours. Robert contourna le côté conducteur, mais s'arrêta net. Le gravier sous l'avant du camion était sombre et humide. Robert s'accroupit et toucha le liquide. Ses doigts en ressortirent lisses et ambrés, du liquide de frein qu'il scruta lentement la lisière des arbres qui entouraient leur propriété. Les montagnes restèrent silencieuses, mais Robert sentit des regards braqués sur lui, l'observant, l'attendant. Son instinct lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ils étaient prêts à simuler un accident. Ce soir-là, Robert monta dans le camion et tourna la clé. Le moteur démarra en douceur, comme toujours. Il sortit de l'allée en marche arrière à vitesse normale, le gravier crissant sous les pneus. Dans le rétroviseur, il aperçut le visage de Shirley à la fenêtre de la cuisine, observant Dot. Il parcourut la route principale pendant exactement 3 minutes avant de tourner sur le vieux chemin forestier qui serpentait à travers la forêt domaniale. Son camion de secours l'attendait là où il l'avait laissé, une Ford cabossée cachée sous une bâche derrière un kiosque à fourrure douglas. Il avait appris depuis longtemps qu'un homme intelligent a toujours une issue de secours. Le Ford démarra au 2e essai. Robert laissa son camion principal sur la piste et s'enfonça plus profondément dans les bois, suivant des sentiers qu'il avait tracés des années auparavant pendant la saison de chasse. Des sentiers qui ne figuraient sur aucun relevé officiel. Son chalet de chasse se trouvait à 3 kilomètres de là, dans une clairière qu'il avait lui-même creusée dans la nature. Des panneaux solaires alimentaient l'essentiel. Une eau abondante. Du bois de chauffage la maintenait au chaud. Tout ce dont un homme avait besoin pour disparaître. Robert gara la Ford et resta assis au volant un long moment, laissant le silence de la forêt s'installer autour de lui. Puis il sortit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à trouver le numéro qu'il cherchait. Ivy, c'est Robert. Eh bien, regarde qui appelle après l'heure du coucher. La voix de son cousin portait cette note familière d'humour peint sans rire. Ne me dis pas que tu te caches déjà pour éviter le nettoyage de Thanksgiving. J'ai une question à te poser, et j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. L'humour disparut de la voix d'Ivy. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il m'arrive quelque chose, si j'ai un accident ou si je disparais, j'ai besoin que tu prennes soin de Nancy. Robert, tu me fais peur. Quel genre d'accident? Le genre qui n'en est pas un. Il fixa les arbres sombres à travers le pare-brise. Shirley et Liam préparent quelque chose ce soir. Un silence s'abattit sur la ligne téléphonique. Alors, où es-tu maintenant? En sécurité. Mais sache que s'il m'arrive quelque chose, ne crois pas la version officielle. Et ne les laisse pas attraper Nancy. Ils ne le feront pas. La voix d'Yvette devint dure comme du granit. Je te le promets. Bien. Je te recontacterai. Robert raccrocha et monta les marches de la cabane. À l'intérieur, il alluma la lanterne au propane et s'assit à la table en bois brut qu'il avait construite avec du bois de grange récupéré. Les murs de la cabane étaient couverts de photos et de souvenirs d'une autre vie, une vie meilleure. Il trouva une bouteille de whisky qu'il gardait pour les nuits froides et versa 2 doigts dans un verre. Le liquide ambré brûla en descendant, mais cela lui calma les nerfs. Il était temps de réfléchir comme le soldat qu'il était. Évaluer la menace. Identifier les ressources. Planifier la mission. Robert sortit une caisse en bois de sous la table et en sortit un épais album photo. Les photos à l'intérieur racontaient l'histoire de 9 ans qu'il croyait réelle. La première photo le montrait avec Shirley à un barbecue du 4 juillet en ville. Elle portait une robe d'été blanche et souriait à l'objectif comme si elle n'avait aucun souci. Il se souvenait parfaitement de ce jour. Elle était fauchée, conduisant une voiture maintenue par du ruban adhésif et des prières. Mais elle se tenait comme une fortune, parlait comme une éducation, flirtait comme une femme qui connaît sa valeur. Robert avait 38 ans et était seul, encore en train de s'adapter à la vie civile après 2 missions en Afghanistan. Elle avait un tel magnétisme qu'il l'avait sorti de sa solitude prudente. Les photos suivantes montraient leur relation. Shirley à son atelier, regardant son rocking chair. Shirley en camping, riant autour d'un feu. Shirley dans son lit, ses cheveux roux étalés sur son oreiller comme du vin renversé. Puis vinrent les photos de mariage. Petite cérémonie au palais de justice.
juste d'eux et Liam comme témoins. Shirley prétendait que sa famille était dans l'Est et ne pouvait pas voyager. Elle disait qu'il valait mieux faire simple. Robert feuilleta des photos de leur première année ensemble. Sûrement en train d'emménager dans son chalet, sûrement en train de réorganiser ses meubles, sa vie, ses priorités. Elle avait excellé dans ce domaine, donnant l'impression que les changements étaient des améliorations. Les photos se sont raréfiées après la naissance de Nancy. Shirley a commencé à travailler à l'agence immobilière. Elle a commencé à parler de maisons plus grandes, de meilleures voitures, d'écoles privées pour Nancy. Elle a commencé à mentionner le montant que sa police d'assurance lui fournirait en cas de problème. Robert a sorti une chemise en papier craft et en a étalé le contenu sur la table. Relevés bancaires, documents d'assurance, actes de propriété, documents juridiques qu'il avait signés sans trop les lire parce qu'il avait fait confiance à sa femme. Le schéma était là une fois qu'il a su repérer un point 3 mois après la naissance de New York. Elle l'avait sûrement convaincu de créer une fiducie conjointe pour l'avenir de New York. Elle avait dit que la fiducie détenait la plupart de leurs biens. 6 mois plus tard, elle lui avait suggéré de doubler son assurance vie. Avec un bébé en tête, elle avait expliqué qu'1 an plus tard, elle avait organisé le déménagement de Liam dans l'Oregon. Son frère avait besoin d'un nouveau départ. Elle avait dit que la famille était importante. Robert fixait une photo de Liam prise au dîner de Noël de l'année précédente. Quelque chose dans la posture de l'homme, son regard sur Shirley, l'intimité décontractée de leur langage corporel. Robert l'avait remarqué à l'époque, mais l'avait expliqué par une proximité fraternelle. Maintenant, il voyait ce que c'était vraiment. Il sortit son ordinateur portable d'une étagère et l'alluma. L'Internet par satellite de la cabine était lent, mais fonctionnel. Robert avait appris les techniques d'enquête de base pendant son service militaire, et certaines compétences ne s'usaient jamais. Une recherche pour trouver Liam Albrook, en Arizona, donna des résultats intéressants. Un certain Liam Albrook avait été arrêté pour fraude à l'assurance à Phoenix 4 ans auparavant. Les charges avaient été abandonnées faute de preuves, mais le dossier mentionnait une complice disparue avant le procès. Cette complice s'appelait Cher Matthews. Robert Cross mentionnait ce nom parmi d'autres de la même époque. Shera Matthews avait travaillé dans une agence immobilière à Scottsdale. Elle avait eu une liaison avec un homme nommé Liam Albrook. Ils ont vécu ensemble pendant 2 ans avant le début de l'enquête d'assurance, qui ne contenait aucun document attestant leur fraternité. Il en était de même pour Sharon Matthews après son départ de l'Arizona, mais il existait un document attestant que Shirley Maddox avait déposé une demande de permis de conduire pour l'Oregon 5 mois avant sa rencontre avec Robert. La demande indiquait que son ancienne adresse était Phoenix, en Arizona. Robert ferma l'ordinateur portable et se versa un autre whisky. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté essayante. Shirley n'était pas son vrai nom. Liam n'était pas son frère. Ils avaient monté une arnaque en Arizona, s'étaient enfuis quand la chaleur avait fait rage et s'étaient installés en Oregon avec de nouvelles identités et une nouvelle cible. Lui. L'incendie de son ancien atelier l'année dernière avait soudain pris tout son sens. L'indemnisation de l'assurance avait été substantielle. Shirley s'était occupée de toutes les formalités, affirmant ne pas avoir à se soucier des détails. Robert s'approcha de la fenêtre et regarda dans l'obscurité. Quelque part, son camion était immobilisé sur une route de montagne. Au matin, les équipes de recherche le retrouveraient accidenté au fond d'un ravin. Ils retrouveraient son corps à l'intérieur, ou peut-être pas tout. L'enquête conclurait qu'il avait perdu le contrôle dans les virages dangereux, peut-être à cause de l'alcool. Ou d'une détresse émotionnelle. Shirley ferait son deuil publiquement et hériterait de tout. Elle obtiendrait la garde de Nancy, l'argent de l'assurance et les actifs du trust. Liam resterait assez longtemps pour l'aider à tout liquider. Puis ils disparaîtraient ensemble pour recommencer l'arnaque ailleurs. Nancy disparaîtrait aussi. Un témoin de 6 ans aux questions gênantes ne cadrerait pas avec leur plan. Robert termina son whisky et reposa son verre si fort que la table sauta. Sa fille dormait dans une maison avec 2 tueurs, lui faisant confiance pour rentrer. Cela ne se passerait pas comme prévu. Robert attendit l'aube avant de passer à l'action. Il avait passé la nuit à planifier, utilisant des compétences dont il espérait ne plus jamais avoir besoin. Le chasseur était désormais la proie, mais cela fonctionnait dans les 2 sens. Son premier appel fut adressé à Ivy Calder à cette heure précise. « S'il te plaît, dis-moi que tu es toujours en vie. » Elle répondit à la première sonnerie. « Je le suis, mais j'ai besoin de te voir. Peux-tu me retrouver à l'ancienne Grange Hall ?
Quand maintenant? La grange Hall était abandonnée aux abords de Fall Creek, sa peinture s'écaillait et ses fenêtres étaient condamnées. Robert arriva le premier et attendit à l'ombre du bâtiment. Lorsque la Honda Divet s'arrêta sur le parking en gravier, il sortit pour qu'elle puisse le voir. Ivy descendit de sa voiture et s'approcha. À 36 ans, elle avait l'air insensée d'une femme qui a enseigné en 6e pendant 15 ans. Des mèches grises parsemaient ses cheveux bruns et ses yeux bleus ne manquaient de rien. « Tu as une mine d'enfer, dit-elle. J'en ai envie aussi. Robert s'appuya contre le capot de la Honda. J'ai des questions à te poser sur Shirley. Vas-y. Tu travailles à l'école primaire. Tu vois des familles aller et venir. Tu entends des choses. Robert la regarda dans les yeux. Que penses-tu vraiment de ma femme? Ivy resta silencieuse un long moment. Alors tu veux une réponse polie ou la vérité? La vérité? Je pense qu'elle est source d'ennui. Depuis toujours. Ivy croisa les bras. Elle débarqua en ville sans histoire, sans référence, sans famille, à part un frère apparu de nulle part. Elle t'a épousé en un clin d'œil, a eu un bébé en un clin d'œil et a commencé à changer ta vie en un clin d'œil. Quel genre de changement? Le genre coûteux. New York est maintenant dans une école maternelle privée au lieu du programme public. Shirley conduit une nouvelle voiture tous les 2 ans. Elle parle de déménager dans une maison plus grande, peut-être à Portland. Ivy étudia son visage. Rien de tout cela ne ressemble au Robert Maddox que je connais. Ça ne l'est pas. Robert sortit son téléphone et lui montra la photo qu'il avait trouvée en ligne. C'est Liam Albrook en Arizona. Ça te dit quelque chose? Ivy plissa les yeux vers l'écran. C'est ton beau-frère. Mais pourquoi l'arrête-t-on? Fraude à l'assurance. Et la femme qui était sa complice s'appelait Sharon Matthews. Le visage d'Ivy se vida de ses couleurs. Robert, je sais que le vrai nom de Shirley est Sharon. Ils ne sont pas frères et sœurs. Ils sont complices. Dans le crime et probablement au lit aussi. Robert a rangé le téléphone. Hier soir, ils ont essayé de me tuer. Ce soir, ils réessayeront probablement. Il faut appeler la police. Avec quelle preuve? Une photo et des archives en ligne qui pourraient ne pas tenir devant un tribunal. Robert secoua la tête. De plus, le shérif Dugan a été vu en ville avec Liam ces derniers temps. Réunion nocturne au Timber Lodge. Ivy resta bouche bée. Tu crois que Dugan est impliqué? Je pense que Dugan a des dettes de jeu et un problème d'alcool. Ça le rend facile à acheter. Robert commença à marcher vers la forêt. Viens, il faut que je te montre quelque chose. Ils marchèrent un demi-kilomètre dans les bois jusqu'à un endroit où Robert avait installé un petit affût de chasse l'automne précédent. De là, ils avaient une vue dégagée sur le parking arrière du Timber Lodge. Passe-moi ces jumelles, dit Robert. Ivy les lui tendit. Robert se concentra sur le lodge et attendit. À 8h30, pile à l'heure prévue, la voiture de Shirley s'est garée sur le parking. Elle est sortie et a marché jusqu'à l'entrée arrière du pavillon. 5 minutes plus tard, un pick-up noir est arrivé. Liam en est descendu et a suivi le même chemin, il rencontre quelqu'un, a dit Robert. Qui? On verra bien. Ils ont attendu 30 minutes avant qu'un troisième véhicule n'arrive, une berline blanche avec des plaques d'immatriculation. La silhouette imposante du shérif Dugan a émergé du siège conducteur. L'homme a regardé nerveusement autour de lui avant de disparaître dans le pavillon. Fils de pute, a murmuré Ivy. Maintenant, on est sûr. Robert a baissé les jumelles. La question est, que prépare-t-il ensuite? Ils ont attendu 1 heure de plus avant que les 3 conspirateurs ne sortent séparément. Shirley est partie la première, suivie de Liam 10 minutes plus tard. Dugan a été le dernier à partir, marchant lentement comme un homme portant un lourd fardeau. J'ai besoin de plus d'informations, a dit Robert alors qu'ils retournaient à leur voiture. Vous êtes toujours en bon terme avec Beth Morrison à la banque. On prend un café 2 fois par semaine. Tu crois qu'elle serait prête à enquêter sur l'activité de ton compte? Officieusement? Ivy sourit d'un air sombre. Beth a 4 enfants et un ex-mari qui ne paie pas la pension alimentaire. Elle n'aime pas les voleurs d'argent. 2 heures plus tard, Robert retrouvait Ivy au restaurant de Main Street. Elle se glissa dans la cabine en face de lui, une enveloppe Kraft à la main. Beth a réussi, dit doucement Ivy. Mais tu n'aimeras pas ce qu'elle a trouvé.
Robert ouvrit l'enveloppe et étala les documents sur la table. Relevé bancaire, relevé de virement, documents fiduciaires. L'architecture financière de sa propre destruction, écrite noir sur blanc. La fiducie conjointe avait été établie il y a 8 mois, expliqua Ivy. Shirley y avait transféré la plupart de vos biens progressivement. De petits montants d'abord, puis des transferts plus importants. Robert étudia les documents fiduciaires. Sa signature figurait au bas, mais il se souvenait à peine de l'avoir signée. Shirley l'avait rapporté à la maison un soir, expliquant qu'il s'agissait d'une planification financière de routine. Elle s'était désignée fiduciaire principale. Ivy poursuivit, en cas de décès ou d'incapacité, elle obtient le contrôle total. Et Nancy? Elle est désignée comme bénéficiaire, mais Shirley est désignée comme sa tutrice, ce qui signifie qu'elle contrôle l'héritage de New York jusqu'à ses 18 ans. Robert se sentit mal. De combien parlons-nous? Le chalet et la propriété valent environ 400 000 $. Vos économies et vos investissements s'élèvent à 200 000 $ supplémentaires. Et puis il y a l'assurance vie. Combien d'assurance vie? Ivy soutint son regard. 800 000. La police a été augmentée il y a 6 mois grâce à votre signature électronique. Robert fixa le chiffre. Il n'avait jamais autorisé cette augmentation, mais prouver une falsification serait difficile, surtout s'il était mort. Il y a plus, dit Ivy. Shirley effectue des versements réguliers sur un compte à Phoenix. De petits montants, mais réguliers, comme si elle subvenait aux besoins de quelqu'un ou le payait. Beth pense que les paiements sont destinés à un détective privé, spécialisé dans la création de fausses identités. Robert rassembla les papiers et les remit dans l'enveloppe. L'ampleur du complot était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de le tuer pour l'argent de l'assurance. Il s'agissait de voler toute son œuvre et de disparaître avec. Il y a autre chose, dit Ivy. Beth a également vérifié les comptes de Declan Varnell. Declan Varnell était le plus gros promoteur immobilier de Fall Creek. Il possédait la moitié des biens immobiliers commerciaux de la ville et était mêlé à tous les grands projets de construction. Et lui? Il a fait circuler de l'argent. D'importants dépôts en espèces qui ne correspondent pas à ses revenus déclarés. Beth pense qu'il a accepté des pots de vin pour approuver des projets de développement. Quel est le rapport avec Shirley? Elle le rencontre régulièrement. Beth les a vus ensemble à l'hôtel Cascadia la semaine dernière. Ivy se pencha en avant. Robert, je pense que c'est plus grave qu'une simple fraude à l'assurance. Je pense qu'il prévoit aussi de voler ton terrain. La propriété de Robert était un bien immobilier de premier ordre. 2 hectares au bord du lac avec vue sur les montagnes, suffisamment proche de Portland pour attirer de riches acheteurs. Entre de bonnes mains, elle pourrait valoir des millions. La fiducie donne à Shirley le contrôle de la propriété, dit-il lentement. Et si elle la vend à Declan pour moins cher que le prix du marché, ils peuvent partager la différence. Ivy hocha la tête. C'est brillant. Vraiment? Te tuer, hériter de tout, vendre à bas prix à leur partenaire et disparaître avec l'argent. Robert se leva et jeta 20 sur la table. Je dois retourner voir Nancy. Robert, attends. Ivy l'attrapa par le bras. Tu ne peux pas rentrer. Ils vont réessayer. Je ne peux pas laisser ma fille avec eux. Alors sortons là. Robert passa l'après-midi dans sa cabane cachée à se préparer à la guerre. Il avait appris des techniques de contre-espionnage pendant son service militaire, et maintenant il les mettait en pratique. D'abord, il devait démanteler le complot, diviser pour mieux régner. Robert alluma son ordinateur portable et téléchargea une application de falsification de numéros qui lui permettait d'usurper l'identité de n'importe quel numéro. Il trouva le numéro jetable de Liam dans l'historique des appels de Shirley. Elle avait négligé la sécurité de son téléphone. Utilisant l'application de falsification, il envoya un SMS à Declan Varnell depuis ce qui semblait être le téléphone de Liam. Il faut transférer l'argent plus vite. Il nous a traqués. Puis il attendit. 20 minutes plus tard, Declan rappela le numéro jetable. Robert, laisse tomber sur la messagerie vocale, puis écoute le message paniqué. Liam, comment ça, il nous a traqués? Rappelez-moi immédiatement. Il faut s'en tenir au plan. Parfait. Maintenant, Declan serait nerveux, se demandant ce que Robert savait et à quel point ils étaient tous en danger. Prochaine cible, le shérif du Gant.
Robert photographiait la corruption à Fall Creek depuis des mois sans s'en rendre compte. Ses caméras de chasse, installées pour surveiller les pistes de cerf sur sa propriété, avaient capturé des images de Dugan rencontrant divers individus peu recommandables. Des remises nocturnes dans les bois, des enveloppes changeant de main, dont il avait imprimé les meilleures photos et les avait jointes à un colis avec des copies des virements de Shirley et Liam. La touche finale était un simple mot. Tu n'es pas le seul à qui elle ment. Robert s'est rendu chez Dugan après la tombée de la nuit et a déposé le colis dans la boîte aux lettres du shérif. Au matin, Dugan saurait que ses associés prévoyaient de le priver des bénéfices. La troisième partie de son plan était plus complexe. Robert avait besoin d'informations privilégiées sur leur prochain coup, et il n'y avait qu'un seul moyen de les obtenir. Il a appelé Ivy avec un téléphone jetable. C'est moi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de dangereux. Je t'écoute. J'ai besoin que tu te rapproches de Shirley. Découvre ce qu'elle prépare. Comment? Tu es un ami de la famille inquiet. New York pose des questions sur moi. Il a l'air effrayé. Tu veux aider comme tu peux. Robert marqua une pause. Tu peux gérer ça? Je suis enseignant. Robert, je peux supporter une menteuse comme Shirley Maddox. 30 minutes plus tard, Ivy frappa à la porte d'entrée du chalet de Robert. Grâce à ses caméras de surveillance, il vit Shirley répondre. Les deux femmes discutèrent sur le porche pendant quelques minutes avant que Shirley n'invite Ivy à entrer. Robert n'entendit pas la conversation, mais il pouvait voir leur langage corporel à travers les fenêtres. Ivy joua son rôle parfaitement inquiète, serviable, peut-être un peu méfiante quant à l'absence de Robert, mais pas trop insistante. Au bout d'une heure, Ivy partit. Elle se rendit directement au grenier où Robert l'attendait. Il prévoit de mettre en scène son suicide, dit-elle sans préambule. Ce soir? Comment? Ils ont trouvé ton camion sur la route forestière. Liam va le conduire hors de Widows Point ce soir vers minuit. Ils laisseront un mot de ta main concernant ta dépression et tes problèmes financiers. Widows Point était une falaise surplombant la rivière Cascade. Une chute de 200 tonnes dans des rochers acérés et des eaux vives. Personne n'a survécu à une chute de Widows Point. Et Nancy? Le visage d'Ivy est devenu pâle. Elle dormira. Ils ont drogué son lait au dîner. La vision de Robert est devenue rouge sur les bords. Quel genre de drogue? Un truc pour la faire dormir profondément. Shirley a dit que c'était du Benadryl pour enfants, mais elle en prenait beaucoup. C'est salaud. Les poings de Robert se sont serrés. Quoi d'autre? Liam a fait en sorte que le shérif Dugan conclue à un suicide. Enquête rapide. Affaire classée. Shirley héritera de tout et vendra la propriété à deux clans dans un mois. Où est censée être Nancy pendant tout ce temps? Shirley étant visiblement la veuve endeuillée et l'enfant orphelin. Ivy a rencontré son yeux. Robert, ils vont quitter la ville juste après les funérailles. Emmener Nancy et disparaître ou la tuer, pensa Robert, mais il ne le dit pas. Une enfant de 6 ans était un problème. Et ces gens ne semblaient pas gênés de régler les détails définitivement. Il y a plus. Ivy continua. J'ai entendu Shirley au téléphone avec quelqu'un. Elle a dit que le contact de Phoenix voulait plus d'argent pour garder le silence sur l'affaire de l'Arizona. Du chantage. C'est bien ce que ça semblait être. Quelqu'un connaît le passé de Sharon Matthews et Liam, et il les presse pour de l'argent. Robert sourit froidement. Toute entreprise criminelle a ses faiblesses, et la cupidité était généralement la plus grande. Parfait. Tard ce soir-là, Robert se posta dans les arbres derrière sa propre cabane. À l'aide de jumelles de vision nocturne, il observa Shirley et Liam se préparer au meurtre. Ils travaillèrent avec une efficacité éprouvée. Liam chargea un grand sac de sport dans la voiture de Shirley pendant qu'elle nettoyait la cuisine et rangeait le salon, s'assurant que tout paraissait normal pour l'arrivée de la police. 23 heures. Ils partirent ensemble dans la voiture de Shirley, laissant Nancy seule dans le chalet, droguée et impuissante. Robert attendit 10 minutes pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas, puis s'approcha du chalet par l'arrière, sa propre maison, mais qui lui donnait maintenant l'impression d'être en territoire ennemi. Le double des clés était toujours caché sous la planche mal fixée du porche. Robert entra et se rendit directement dans la chambre de New York. Sa fille gisait inconsciente dans son lit, respirant profondément et lentement. Trop profondément, trop lentement. Robert vérifia son pouls, régulier, mais faible.
Ces salauds lui avaient administré suffisamment de sédatifs pour la tenir éveillée pendant des heures. Ils ne pouvaient ni la réveiller, ni la déplacer sans risquer une overdose. Mais ils pouvaient la protéger. Robert transporta Nancy jusqu'à la pièce sécurisée qu'il avait construite derrière le garde-manger. L'espace était petit mais sécurisé, avec sa propre alimentation en air et son propre équipement de communication. Il l'avait conçu comme un abri anti-tornade, mais il ferait tout aussi bien office de bunker. Il laissa Nancy dormir sur la morue à l'intérieur et scella la porte dérobée. Même si Shirley et Liam revinrent, il ne la retrouverait jamais. Puis Robert s'installa pour attendre Ivy. Elle arriva à 11h30, gara sa voiture dans les arbres et se dirigea vers la cabane à pied. Ils se retrouvèrent à la table de la cuisine comme de vieux amis prenant un café. « Comment va-t-elle » demanda Ivy en jetant un coup d'œil vers la chambre de New York. « En sécurité, elle dort dans un endroit qu'ils ne trouveront jamais. » Robert regarda sa montre. Il devrait être à 2 doigts de la mort. Et si quelque chose tournait mal? Ça n'arrivera pas. La voix de Robert exprimait la certitude d'un homme qui avait planifié des centaines d'opérations. Liam va pousser mon camion de la falaise pile à l'heure. Ils rentreront chez eux, découvriront ma disparition et appelleront le shérif du Gant, paniqué. Et là, on déclenchera le piège. À minuit exactement. Le téléphone de Robert sonna. Le numéro de Shirley. Robert. Robert, où es-tu? Sa voix se brisa, comme une panique sincère. Ton camion. Oh mon Dieu, ton camion. Shirley, qu'est-ce qui ne va pas? On a retrouvé ton camion en bas. De Widow S. La police est là. Les pompiers. Robert, il te remercie. Elle fondit en larmes. Je suis à l'atelier. De quoi parles-tu? Rentre à la maison. S'il te plaît, rentre à la maison. Robert raccrocha et regarda Ivy. Place à l'acte suivant. Le lendemain matin, Fall Creek bourdonnait d'annonces du suicide apparent de Robert Maddox. Le shérif du Gant tint une conférence de presse expliquant comment Robert avait géré le stress financier et la dépression. L'enquête serait de routine, mais approfondie. Robert observait tout depuis la maison d'Ivey, à l'autre bout de la ville. Nancy dormait encore après avoir pris des médicaments, mais sa respiration était revenue à la normale. Ivy avait une formation médicale acquise lors de ses années d'infirmière scolaire, et elle confirma que la petite fille se rétablirait complètement. « Elles vont bien », dit Ivy en regardant Shirley aux informations. « Regardez-la à l'écran. » Shirley jouait parfaitement la veuve en deuil. Yeux rouges, voix tremblante, la main réconfortante de Liam sur son épaule. Elle serrait Nancy contre elle, à qui on avait administré des sédatifs plus légers. Pour la maintenir dans son obéissance, il lui a parlé de l'importance que Robert avait pour leur famille. Elle devrait gagner un Oscar, a dit Robert. Son téléphone a vibré, un SMS provenant d'un numéro inconnu a retenti. Toutes mes condoléances. On devrait se voir pour discuter de la situation à Phoenix. Ce soir, 20h, Old Mining Road, près de Copper Creek. Robert a montré le message à Ivy. On dirait que le maître chanteur veut renégocier. Tu ne vas pas les rencontrer. Non, mais Shirley, si. Robert a utilisé son application de falsification pour transférer le message sur le téléphone de Shirley, le faisant passer pour un téléphone jetable de Liam. Puis il a envoyé un SMS de suivi sur le vrai téléphone de Liam. Shirley s'occupe du contact à Phoenix ce soir. Reste avec Nancy. On ne peut pas se permettre d'erreur maintenant. La beauté du plan était sa simplicité. Shirley irait rencontrer le maître chanteur en pensant que Liam avait tout organisé. Liam resterait à la maison avec Nancy, pensant que Shirley s'occupait des affaires. Tous deux seraient isolés et vulnérables au T6. Robert se posta près de l'ancienne route minière avec un appareil photo numérique et un micro parabolique. Quoi qu'il se soit passé lors de cette réunion, il voulait que ce soit enregistré. Shirley arriva la première, au volant de sa berline sur le chemin de terre sinueux. Elle se gara dans une clairière et attendit, moteur en marche. 20 minutes plus tard, une moto s'engagea sur la route en rugissant. Le motard portait un casque et un blouson de cuir, le visage caché par une visière sombre. Ils se garèrent à 9 mètres de la voiture de Shirley et s'approchèrent de sa fenêtre. Robert ajusta son micro et commença l'enregistrement. « Vous êtes en avance, » dit le motard. Voix féminine avec un léger accent du sud-ouest. « Je veux que ce soit fini, » répondit Shirley.
Combien voulez-vous de plus? 50 000 $ en liquide et on termine. Je n'ai pas 50 000 $. Vous le recevrez une fois l'assurance payée. La femme s'appuya contre la portière de la voiture. C'est drôle, la mort de Robert Maddox. Un timing parfait. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Enfin, je vous observe, Liam et vous, depuis des mois. Je sais ce que vous avez fait en Arizona et je sais ce que vous venez de faire ici. La voix de la femme est devenue forte. Je sais aussi que ce n'est pas vraiment votre frère. Les mains de Shirley se resserrèrent sur le volant. Vous ne savez rien. Je sais que Sharon Matthews a simulé sa propre mort à Phoenix pour échapper aux accusations de fraude. Je sais que Liam Albrook l'a aidé à le faire. Et je sais que vous êtes tous les deux venus en Oregon pour exécuter le même con sur une nouvelle marque. Prouvez. La femme atteignit sa veste et sortit une enveloppe épaisse. Photo de vous et Liam ensemble en Arizona. Les dossiers bancaires montrant les paiements que vous avez effectués pour me garder. Documentation de votre véritable identité. Elle a jeté l'enveloppe par la fenêtre de la voiture. 50 000 ou tout cela va à la police de l'État de l'Oregon. Shirley a ouvert l'enveloppe et a regardé le contenu. Même à distance, Robert pouvait voir son visage blanc. J'ai besoin de temps. Vous avez une semaine. Après cela, je disparais et vous tentez votre chance avec la loi. La femme est retournée à sa moto et a rugi, laissant Shirley seule dans la clairière. Robert sourit en emballant son équipement. La chanteuse était réelle et elle avait suffisamment de preuves pour détruire Shirley et Liam. Tout ce qu'il avait à faire maintenant était de s'assurer que les preuves ont atteint les bonnes personnes qu'il a laissé un téléphone en brûleur caché près du lieu de réunion avec un conseil anonyme enregistré sur la messagerie vocale. Vérifiez l'ancienne route minière près de Copper Creek. Vous trouverez des preuves intéressantes sur l'affaire Maddox suicide. Il a ensuite envoyé l'astuce à la police de l'État de l'Oregon à partir d'un compte de messagerie introuvable. Il est temps de fermer le point de piège. 3 jours plus tard, Robert a fait son dernier déménagement. La police d'État avait trouvé ses preuves sur la planète et a ouvert une enquête sur les antécédents de Shirley et Liam. Le shérif Dugan a été suspendu, en attendant une enquête sur ses finances. De clan Varnell était sous enquête fédérale pour l'évasion fiscale. Mais Robert voulait plus que justice du système. Il voulait qu'il sache qui les avait battus. En utilisant son application d'usurpation une dernière fois, il a envoyé des messages identiques à Shirley et Liam. Vous et votre partenaire devriez me rencontrer au lac demain au coucher du soleil. Je sais tout. Crystal Lake était assis dans une vallée à 5 milles de ville de la ville, entouré de forêts de pins et de sommets des montagnes. Robert y avait construit un petit quai il y a des années pour des voyages de pêche avec Nancy. Maintenant, cela servirait de scène pour son dernier acte. Il est arrivé tôt et a installé son équipement. Haut-parleur Bluetooth caché dans les arbres. Enregistrement des dispositifs positionnés pour capturer chaque mot. Backup power fourni pour s'assurer que rien n'a échoué au moment crucial lorsque Shirley et Liam sont arrivés dans des voitures séparées. Robert était nulle part en vue. Il se tenait sur le quai en regardant nerveusement autour de lui alors que le soleil se couchait derrière les montagnes. Où est-il? Murmura Liam. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une sorte de piège. Il est mort. Sûrement. Nous avons regardé son camion sortir de la falaise. Alors qui a envoyé ces messages? Avant que Liam ne puisse répondre, les haut-parleurs Bluetooth créent la vie. La voix de Robert résonna à travers le lac, amplifiée et déformée juste assez pour paraître fantomatique. Cet enregistrement a été effectué le 22 novembre, 22h07. Shirley Maddox et Liam Hall discutant de la façon dont le camion de Robert sortirait de la crête le matin. La couleur s'écoulait du visage de Shirley. C'est impossible. L'enregistrement a continué, jouant sa conversation il y a 3 nuits. Chaque mot, chaque détail de leur plan pour tuer Robert et le mettre en scène comme un suicide. Nous droguerons Nancy juste assez pour la garder silencieuse. Assurez-vous qu'elle ne se réveille pas avant la fin. Qu'en est-il de l'enquête sur l'assurance? Dugan le gérera. Il n'est pas trop profond pour reculer maintenant. Et puis nous disparaissons. Mexique d'abord, puis peut-être quelque part en Amérique du Sud. De nombreux endroits où Sharon Matthews et Liam Albrook peuvent recommencer. Liam se retourna en fouillant le traîne. Il a mis la maison en file. Ce fils d'un buguet sa propre maison. C'est impossible. Shirley a répété. Il est mort.
L'enregistrement s'est arrêté, remplacé par la voix en direct de Robert à travers les haut-parleurs. Pas tout à fait mort, Sharon. Ou devrais-je dire non du tout mort. Ils ont réalisé qu'ils les regardaient à écouter. Le chasseur était devenu le chassé, mais les rôles s'étaient à nouveau inversés. Les lumières rouges et bleues ont commencé à clignoter à travers les arbres. Les croiseurs du shérif et les véhicules de la police d'État ont entouré le lac, bloquant chaque itinéraire d'évasion. Tombez à genoux et mettez vos mains derrière vos têtes. La voix amplifiée appartenait à un sergent de la police d'État, et non au shérif corrompu du Gant. Shirley et Liam se tenaient figés sur le quai alors que les officiers armés se déplaçaient de tous les côtés. Robert avait donné à la police des enregistrements audio, des dossiers financiers, des preuves de la conspiration qui a atteint l'Oregon en Arizona. La femme du shérif du Gant avait remis les limites de l'enveloppe que Robert dans leur boîte aux lettres. La preuve du blackmailer avait été récupérée sur la route minière. Declan Varnell était déjà en détention et il avait commencé à parler de pots de vin et de transactions foncières. Menottes ont cliqué autour des poignets de Shirley. Elle a crié à travers le lac, « Vous êtes mort. Nous vous avons tué. Vous êtes censé être mort. » Sa voix résonnait des montagnes portant ses confessions à chaque agent chargé de l'application des lois. Préférez Shirley ces jours-ci? Son visage se tordit de rage et d'incrédulité. Comment êtes-vous vivant? Nous avons vu le camion passer sur la falaise. Vous avez vu un camion passer sur la falaise avec des mannequins et un faux sang pour les faits. Robert s'est arrêté à 10 pieds d'elle. Il s'avère que Sharon Matthews a été recherchée pour interrogatoire dans 3 autres cas de fraude à l'assurance dans le sud-ouest. Et Liam Albrook a violé sa libération conditionnelle en quittant l'Arizona sans autorisation. Liam a lutté contre ces menottes. Vous fils d'un nous vous avions. Vous aviez une cible. J'étais soldat bien avant d'être mari. La voix de Robert portait la froide autorité du commandement. Pensiez-vous vraiment que je n'aurais pas de plan d'urgence? L'enquêteur principal s'est approché de Robert et a serré la main. Sergent Maddox, nous avons trouvé votre fille en sécurité chez votre cousin. Elle vous demande. Merci, détective Morrison. Y a-t-il autre chose que vous avez besoin de moi ce soir? Juste votre déclaration demain matin. Nous avons suffisamment de preuves pour les accuser de complot pour commettre un meurtre, une fraude à l'assurance et une douzaine d'autres crimes. Robert hocha la tête et se retourna vers Shirley. Elle pleurait maintenant, son masque parfait glissant enfin. Pourquoi? Elle sanglota. Pourquoi ne pourriez-vous pas mourir comme vous étiez censé le faire? Parce que j'avais quelque chose qui valait la peine d'être vécu. Robert la regarda. Devant le parking où Ivy marchait sur le chemin avec Nancy. Sa fille a couru vers lui et il s'agenouilla pour l'attraper dans ses bras. Papa, je savais que tu n'étais pas mort. J'ai dit à tout le monde que vous étiez trop intelligent pour avoir un accident. C'est ma fille. Robert la tenait fort, respirant l'odeur de son shampoing aux fraises. Au-dessus de son épaule, il a regardé la police chargée. Shirley et Liam dans ses voitures de patrouille séparées. Les mauvaises personnes disparaissent-elles? Demanda Nancy. Oui, ma chérie. Ils s'en vont pendant très longtemps. 6 mois plus tard, Robert se tenait dans l'atelier derrière sa cabine, enseignant à un groupe d'anciens combattants comment conjointer 2 morceaux de chaîne. Le soleil du matin s'écoulait à travers des fenêtres qu'il s'était construites, illuminant la sûre qui dansait dans la lumière dorée. Le grain vous dit tout, a-t-il expliqué aux hommes rassemblés autour de l'établi. Vous devez écouter le bois, respecter sa force, comprendre ses défauts. Le programme s'appelait Second Grain, une initiative de thérapie du bois pour les anciens combattants et les pères célibataires traitant de traumatisme. Robert l'avait commencé avec de l'argent à cause d'un procès contre le comté pour la corruption du shérif du Gant. 20 hommes avaient suivi le programme jusqu'à présent, les compétences d'apprentissage qu'ils pouvaient utiliser pour construire de nouvelles vies. Monsieur Attic. L'un des nouveaux participants leva la main. Et si le bois est trop endommagé pour travailler avec? Ensuite, vous coupez les pièces endommagées et trouvez le bon bois en dessous. Robert passa sa main le long d'un morceau de bois de grange récupéré. Parfois, les cicatrices le rendent plus fort. Parfois, ils le rendent beau. Quoi qu'il en soit, vous gardez ce qui vous sert et jetez ce qui ne le fait pas. Après la fin de la session, Robert est retourné à la cabine où Nancy faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Elle avait 7 ans maintenant, et le traumatisme de cette nuit de novembre s'était estompé à un souvenir gérable. Les enfants étaient résilients lorsqu'ils se sentaient en sécurité.
Comment était l'école aujourd'hui, demanda-t-il, embrassant le haut de sa tête. Bien, dit Madame Peterson. Je lis à un niveau de 9e année. C'est ma fille intelligente, a levé les yeux de sa feuille de travail. Papa, tu pensais jamais à maman? Robert redoutait cette question depuis des mois, mais il s'y préparait parfois. Elle vous manque? La personne me manque. Je pensais qu'elle l'était, mais cette personne n'a jamais été réelle. Nancy a considéré cela avec l'expression sérieuse, elle portait en travaillant à travers des idées complexes. Comme un personnage d'histoire. Exactement comme ça. Elle ne me manque pas, Nancy a dit en fait. Elle était méchante avec toi et elle m'a fait peur. Vous n'avez plus jamais à être effrayé. Je te le promets. Le téléphone de Robert bourdonnait d'un texte d'Ivy. Le procès commence lundi. Vous êtes prêt pour ça? Il était prêt. Shirley Sharon Matthews a connu 18 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre, une fraude à l'assurance et une mise en danger des enfants. Liam aurait 25 ans en tant que récidiviste. Deux clans Barnell examinaient le temps fédéral pour l'évasion fiscale et la corruption. Le shérif Dugan avait plaidé coupable à des accusations de corruption et avait reçu une probation en échange de son témoignage. Il s'était retiré en disgrâce et s'est éloigné de Fall Creek. Robert avait légalement dissous la confiance conjointe et récupéré le contrôle de ses actifs. La compagnie d'assurance avait tenté de nier sa réclamation en fonction de la tentative de fraude, mais ses avocats les avaient convaincus qu'il était la victime, pas l'agresseur. Papa. La voix de New York a apporté lui de retour au présent. Voulez-vous m'apprendre le travail du bois quand je serai plus âgé? Si vous voulez apprendre, je le fais. Je veux faire quelque chose de beau à partir de zéro. Robert sourit, se souvenant de son propre père qui lui apprenait à travailler avec ses mains. Alors c'est ce que nous ferons. Ce soir-là, après que Nancy dormait, Robert s'est assis sur son porche avec un verre de whisky et a regardé les étoiles sortir sur les montagnes de l'Oregon. L'air de novembre a tenu la promesse de l'hiver, mais la cabine était chaude et solide autour d'eux. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais il a reconnu le code régional Phoenix, Arizona. Bonjour, c'est Robert Maddox. Voix féminine avec un léger accent du sud-ouest. Le mailer noir de la route minière. Oui. Je m'appelle la détective Maria Santos, Phoenix PD. Je voulais vous remercier de nous aider à fermer l'affaire Sharon Matthews. Je ne savais pas que tu étais un flic. Opération de couverture profonde. Nous suivons Matthews et Albrook depuis 2 ans. Votre preuve était la dernière pièce dont nous avions besoin. Heureux de pouvoir aider. Il y a autre chose. Nous avons récupéré $300 000 de leur compte Phoenix. L'argent qu'ils ont volé à d'autres victimes. Vous avez droit à une récompense. Gardez-le. Donnez-le à leurs autres victimes. Tu es sûr? C'est un montant substantiel. Je suis sûr que j'ai ce que je voulais. Après avoir raccroché, Robert a terminé son whisky et est entré à l'intérieur. Nancy dormait paisiblement dans son lit, sûr en sachant que son père la protégerait toujours. Robert avait appris quelque chose d'important pendant ces jours sombres de novembre. La vengeance ne visait pas à détruire vos ennemis. Il s'agissait de protéger ce qui importait le plus et de s'assurer que les personnes qui l'ont menacé ne pourraient plus jamais le faire. Shirley et Liam étaient partis. Les responsables corrompus qui les ont permis étaient partis. Nancy était en sécurité et elle resterait en sécurité. Quand Nancy lui a demandé un jour des mois plus tard, maman était-elle toujours comme ça? Il répondit simplement, non, mais les monstres grandissent lentement. C'est pourquoi vous avez coupé la racine, pas seulement la branche. Sa fille hocha la tête comme elle l'a compris. Et peut-être qu'elle l'a fait. Les enfants qui survivent au traumatisme apprennent à reconnaître tôt le danger. Ils ont appris que la sécurité était quelque chose que vous avez construit, pas quelque chose que vous espériez. Il a coupé les pièces damées et avait trouvé le bon bois sous le mordon.